bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live du Figaro étudiant. Nous poursuivons ensemble donc les révisions pour le bac. Et aujourd'hui, nous travaillons l'épreuve de dissertation de philosophie. Pour ça, je suis avec Pierre Soubial. Pierre, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur pour lesbonsprofs.com et vous allez nous proposer un sujet de dissertation, lequel? Alors aujourd'hui, ce sera « Est-il absurde de désirer l'impossible » ? Très bien, eh bien, je vous laisse plancher sur ce sujet et tous les internautes peuvent nous poser toutes leurs questions. Je reviendrai à la fin les poser directement à Pierre et Pierre, c'est maintenant à vous de jouer. Merci beaucoup. Alors, est-il absurde de désirer l'impossible ? Quand on a le sujet, toujours la même chose le jour du bac, il s'agira d'essayer de dégager un problème, le problème que renferme la question, et pour faire ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut commencer par l'analyse des termes du sujet. Alors, analyser un terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le définir, mais ça veut aussi dire essayer d'en dégager différents sens, donc plusieurs définitions. C'est précisément, si vous voulez, parce que les termes ont différents sens, parce qu'ils sont équivoques, que la réponse à la question posée pose problème. Parce que si les termes avaient un seul sens, eh ben, il n'y aurait qu'une seule réponse. Donc il n'y aurait pas de problème et pas de dissertation. Donc toujours s'efforcer dans l'analyse de dégager les différents sens des termes et de tous les termes du sujet. Ne vous focalisez pas que sur les termes qui renvoient directement au programme, par exemple la notion de désir ici. C'est pourquoi on va commencer ici par la définition du mot absurde. Alors l'absurde, qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, on ne vous demande pas une définition du dictionnaire, définissez avec vos mots. L'absurde, c'est ce qui est dénué de sens, contraire à la raison, ce qui ne vaut pas la peine d'être fait, etc. Premier sens, et puis on en rajoute un petit second, ce qui nous paraît dépourvu de sens, on y reviendra après, mais globalement c'est ce qui est dénué de sens. Ensuite, le désir. Donc, définition à bien connaître, le désir c'est une notion du programme. Le désir, c'est une tension vers un objet que l'on sait ou que l'on imagine source de satisfaction, vers un objet ou une personne. Le désir, c'est pas le besoin. Là où le besoin, lui, paraît plutôt nécessaire, le désir, quant à lui, paraît plutôt artificiel, mais on y reviendra après. Ce qu'il faut tout de suite peut-être noter quand on définit les termes au brouillon, c'est que le désir a deux dimensions. Ça, c'est très important de le connaître, c'est très important de le savoir quand vous arrivez au bac. Le désir, c'est d'abord quelque chose qu'on va envisager comme un manque, comme une négativité. En effet, si je désire une chose, c'est que je manque de cette chose, que je ne l'ai pas. En ce sens donc, le désir, c'est un peu une souffrance, une négativité. Mais le désir, c'est pas simplement un manque, c'est très important de l'avoir en tête, c'est aussi une positivité, c'est aussi une force. Parce que quand je désire une chose, je déploie tout un trésor d'énergie, d'imagination, d'intelligence pour atteindre cette chose. Le désir, c'est aussi ce qui me met en mouvement, ce qui me fait avancer. Donc c'est à la fois une négativité, un manque, mais aussi une positivité, une force. Il y a cette ambiguïté du désir qui est bien importante. Et enfin, la notion d'impossible, qu'il ne faut pas louper. L'impossible, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord ce qui est logiquement contradictoire. Ce qui de droit est impossible. Par exemple, une montagne sans vallée, c'est impossible. 2 et 2 égale 5, c'est impossible. C'est logiquement contradictoire. C'est le premier sens, celui auquel on pense. Mais il y a un deuxième sens d'impossible ici, qui sera très important pour notre sujet. L'impossible, c'est ce qui est actuellement impossible. C'est ce qui est factuellement impossible, mais qui n'est pas logiquement contradictoire. Autrement dit, c'est peut-être un impossible qui peut devenir possible. Bon. Une fois qu'on a analysé tous les termes ici, qu'on a dégagé différents sens, on va pouvoir formuler une problématique. On commence toujours par dégager l'opinion commune. Alors, l'opinion commune, c'est la réponse spontanée à la question. Encore une fois, ce n'est pas forcément votre opinion, c'est la réponse qu'on va donner comme ça immédiatement, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais la réponse spontanée. Est-il absurde de désirer l'impossible? L'opinion commune, c'est que oui, ça paraît absurde de désirer l'impossible, parce que désirer ce qui est inatteignable, c'est se condamner au malheur, à la frustration. Bon, ça paraît assez simple. Deuxième réponse maintenant, le paradoxe qui va permettre de problématiser pourquoi c'est pas si absurde de désirer l'impossible. Et bien là, on peut se servir dans notre analyse des termes. On a vu que l'impossible, c'est ce qui pouvait devenir possible. Donc, de ce point de vue-là, il n'est peut-être pas absurde de désirer l'impossible. Par exemple, c'est parce que les hommes ont un jour désiré voler, ce qui était impossible à un moment donné, que ceci est devenu possible aujourd'hui. Donc, vous voyez, l'impossible peut devenir possible. Bon, on formule maintenant la problématique, on résume l'alternative. Gagne-t-on quelque chose à désirer l'impossible, ou bien un tel désir constitue-t-il le meilleur moyen de s'exposer à l'échec et à la désillusion? On y va pour la première partie, on va reprendre la thèse de l'opinion commune, que l'on va approfondir avec des références. Il est absurde de désirer l'impossible. En effet,
Premier argument, grand A, on reprend un petit peu ce qu'on a vu dans l'intro, désirer l'impossible nous éloigne du bonheur. Ici, je propose de partir d'une définition du bonheur assez simple. Être heureux, c'est satisfaire tous ses désirs. Donc, si je désire l'impossible, des objets que je ne peux jamais atteindre, eh bien, nécessairement, je serai malheureux. On peut prendre un exemple, c'est celui de l'amoureux éconduit, qui aime une femme qui en aime un autre. Eh bien, si cet amoureux continue de désirer cette femme qui ne l'aime pas, eh bien, il sera conduit au malheur, voire même au désespoir. Ce désir d'impossible peut même le conduire à sa perte. Donc, de ce point de vue-là, premier argument, il est absurde de désirer l'impossible, car c'est ce qui nous éloigne du bonheur, ce qui nous fait tomber dans le malheur. Du coup, la solution serait de réorienter le désir vers ce qu'il est possible d'atteindre. Et ici, on va mobiliser dans le grand B et le grand C ce qu'on appelle les sagesses antiques. Il y en a deux. Il y a la solution épicurienne d'abord, et ensuite la solution stoïcienne, sur laquelle on va revenir ensuite. Alors, qu'est-ce que la solution épicurienne? Épicure nous invite à réorienter le désir vers ce que la nature a prévu pour lui, de manière à pouvoir toujours le satisfaire et à trouver le bonheur, qu'Épicure définit comme l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble au niveau de l'esprit. C'est une espèce de sérénité, un plaisir négatif qui se définit par l'absence de trouble au niveau de l'esprit. Alors, comment on fait? Eh bien ici, il faut bien connaître la classification que fait Épicure des désirs. Il distingue trois types de désirs, et on verra qu'il ne faut pas tous les satisfaire. Premier type de désir, les désirs naturels et nécessaires. Ce sont les besoins, manger, boire, etc. Ensuite, les désirs naturels et non nécessaires, par exemple le désir sexuel ou le désir esthétique. Et enfin, les désirs non naturels et non nécessaires. Ici, désirs non naturels et non nécessaires, par exemple le désir de gloire, le désir de richesse et le désir amoureux. Bon, alors, évidemment, il faut satisfaire les premiers. Désirs naturels et nécessaires, il faut les satisfaire. Les désirs naturels et non nécessaires, il faut aussi les satisfaire, mais avec une certaine modération. Et enfin, ceux qu'il faut fuir, ce sont les désirs non naturels et non nécessaires. Là, c'est non nécessaire. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des désirs impossibles à satisfaire. Ce sont précisément des désirs d'impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont illimités. Je n'ai jamais suffisamment de gloire, je suis jamais suffisamment riche, et l'amour même, pour les épicuriens, est quelque chose qui n'est jamais définitivement satisfaisable. Je suis toujours un petit peu dans l'inquiétude, par exemple, de perdre la personne que j'aime, etc., etc. Donc, pour trouver le bonheur, il faut désirer ce que la nature a prévu pour nous, ce sont les désirs naturels, et fuir les désirs non naturels et non nécessaires, qui sont des désirs d'impossible. Ça, c'était la première solution, la solution épicurienne. Maintenant, il y a, dans le grand C, la solution stoïcienne. La solution stoïcienne, quelle est-elle? Alors, pour bien la comprendre, il faut simplement faire un tout petit rappel de ce que disent les stoïciens, mais ce n'est pas compliqué. Pour les stoïciens, il faut comprendre le monde comme un cosmos. Un cosmos, qu'est-ce que c'est? C'est un monde au sein duquel chaque chose est à sa place, où il y a une place pour chaque chose et où chaque chose est à sa place. C'est un monde harmonieux, divin, où le cours des événements est rigoureusement déterminé. Il n'y a pas de hasard. Bon, alors à nous, il peut nous paraître parfois injuste, mais c'est parce qu'on n'a pas une vision de l'ensemble, disent les stoïciens. À partir de là, il faut faire une distinction. Pour les stoïciens, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, pour les stoïciens, c'est le cours des événements. Par exemple, mon statut social, ma richesse, ma santé, l'opinion que les autres ont de moi. Bref, le cours des événements, dans l'ensemble, tout ça c'est déterminé pour les stoïciens. Il y a une forme de destin. Ce qui dépend de nous, par contre, ça va être le jugement que je vais porter sur ce qui ne dépend pas de nous. C'est la raison pour laquelle les stoïciens disent « Il ne faut pas que je désire que les choses arrivent comme je le souhaite. » Ça, c'est désirer l'impossible. Il faut bien plutôt que je désire les choses comme elles arrivent. Désirer les choses comme elles arrivent. Donc pour les stoïciens, c'est la clé du bonheur. Par exemple, l'insulte qu'on va proférer à mon encontre, pour les stoïciens, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne dépend pas de nous. Par contre, ce qui va dépendre de nous, ce sera la perception que j'aurai de l'insulte. Et c'est ça qui va faire qu'elle sera bonne ou mauvaise pour moi. Vous voyez, ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais la crainte de la mort. Or, cette crainte de la mort, elle est en ma possession. Autre citation encore, Épictète, le stoïcien, dit « Il ne dépend pas de toi d'être riche, ça c'est ce qui ne dépend pas de nous, mais il dépend de toi d'être heureux, donc d'accepter ta condition, etc., etc. » On peut résumer la doctrine stoïcienne avec cette citation de Descartes, Descartes qui, dans sa morale provisoire dans le discours de la méthode, dit « Il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Calquer son désir
à l'ordre des choses au cours des événements, de manière à ne jamais désirer l'impossible, c'est-à-dire modifier ce qui ne dépend pas de nous, parce que précisément ça ne dépend pas de nous. Et ainsi, on trouve le bonheur, la sérénité et la sagesse. Voilà. Donc dans cette première partie, on a essayé de démontrer qu'il était absurde de désirer l'impossible. On peut faire une petite transition. L'impossible ne renvoie pas seulement, par contre, comme on l'a vu en introduction, au contradictoire, mais il peut aussi également désigner un impossible temporaire, qui pourra un jour devenir possible. Dans cette optique, n'y a-t-il pas un sens à désirer ce qui ne constitue qu'actuellement un idéal? On y va pour la deuxième partie. On va essayer de défendre la deuxième thèse. Alors, il n'est pas absurde de désirer l'impossible. Premier argument, l'impossible peut devenir possible. On reprend ce qu'on a dit dans l'introduction. On observe en effet que c'est parce que les hommes dans l'histoire ont souvent désiré ce qui était à un moment impossible que l'impossible est ensuite devenu possible, que l'idéal est devenu réel. Alors on l'a vu en introduction, par exemple le fait de voler, hein, c'était impossible à un moment, mais maintenant c'est possible. Et on voit bien que de cette perspective-là, désirer l'impossible, ça a aussi une incidence en politique. Par exemple, vouloir s'émanciper, mettre un terme à un état de choses qu'on estime injuste, hein, ce qui est impossible à un moment donné, ça peut être une solution pour le rendre possible. C'est le sens de ce que dit Martin Luther King, par exemple, quand il dit « I have a dream », ça donne le titre à sa conférence en faveur de l'égalité civique des Noirs et des Blancs. Donc voilà, ici, l'impossible peut devenir possible. Premier argument. Deuxième argument, désirer l'impossible me donne l'occasion de progresser. Hein. Ici, on va se référer à Spinoza. On a vu dans l'introduction que le désir, ce n'était pas qu'un manque, c'est aussi une force. Quand je désire une chose, je déploie encore une fois de l'énergie pour obtenir cette chose. Pour Spinoza, l'essence du vivant est traversée par le désir qu'il conçoit comme une force, un conatus, il appelle ça, au sens où chaque vivant s'efforce de persévérer dans son être, il s'efforce d'augmenter sa puissance d'agir. Et bien de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait une difficulté à satisfaire mon désir, voire une impossibilité, me permet de développer tout un tas de capacités que je n'aurais pas développées si le désir avait été immédiatement satisfait. C'est l'impossibilité à satisfaire ce désir-là qui me fait progresser. Je reprends l'exemple de l'amoureux et conduit. L'amoureux est conduit. Quoique son désir ait abouti à un échec, en a peut-être appris beaucoup sur lui-même. Il a peut-être même fait des choses dont il ne se serait pas cru capable. Donc ici, il y a bien un sens à avoir désiré l'impossible, ça nous a fait progresser parce que le désir est une force. On peut même aller encore plus loin et se demander si finalement, ce qui compte dans le désir, c'est bien sa satisfaction. Ou est-ce que finalement, le désir n'est pas aussi une fin en soi? Par exemple, Rousseau nous dit que l'objet du désir compte moins que le désir en lui-même. Une citation de la Nouvelle Héloïse, Rousseau qui dit « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Ce que ça veut dire, c'est que le bonheur réside moins dans la satisfaction des désirs peut-être, que dans le fait de désirer en tant que tel. C'est ça qui serait plutôt important. Par conséquent, le fait qu'un désir soit trop facilement satisfait, le fait qu'il soit satisfait immédiatement, c'est peut-être le pire des scénarios pour nous. Le pire des scénarios. C'est ce qu'on fait, c'est l'expérience qu'on fait par exemple dans l'ennui. Quand je m'ennuie, eh ben, j'éprouve le manque du désir. Peut-être que l'ennui, c'est la nostalgie du désir, et que le véritable bonheur, c'est d'avoir un désir qui se renouvelle sans cesse. Et de ce point de vue, désirer l'impossible, c'est peut-être le seul moyen de se maintenir en vie, de se maintenir vivant. Bon. Voilà, ça c'était la deuxième partie. On a essayé de sauver l'idée défendre l'idée qu'il n'était pas absurde de désirer l'impossible. On va se demander maintenant dans une troisième partie si ce n'est pas dans l'essence même du désir qu'il y a une question d'impossibilité. Si l'essence même du désir n'est pas finalement d'être un désir d'impossible. Dans ce cas-là, ce ne sera pas du tout absurde de désirer l'impossible. On y va. Troisième partie. Le fait de désirer l'impossible est inscrit dans la nature même du désir. Première thèse, premier argument, eh bien, on va partir de l'idée que l'absurde, ce n'est pas forcément ce qui est dépourvu de sens. Albert Camus a établi, par exemple, qu'il n'y avait pas d'absurde en soi. L'absurde, dit Camus, une chose absurde ne peut être qualifiée d'absurde qu'en raison d'un rapport, et plus précisément du décalage entre ce qu'elle vise et la réalité qu'elle atteint. Par exemple, il est absurde de vouloir planter un clou avec un tournevis. Mais il n'est pas absurde de vouloir planter un clou tout court, mais avec un tournevis, si. Bon.
De ce point de vue-là, si on dit qu'il est absurde de désirer impossible, si on dit qu'un désir d'absurde est impossible, c'est parce qu'on présuppose qu'il a une fin, la satisfaction définitive, que l'objet visé ne peut permettre d'atteindre. Or, est-ce que le désir vise vraiment un objet qui lui procurera une satisfaction définitive? Eh bien, dans le grand B, on avance et on remarque que l'objet du désir est par nature indéterminé. On a tous fait l'expérience de ça. Dès que j'ai atteint l'objet tant convoité, eh bien mon désir va renaître et se porter vers un autre objet. Le désir est par nature insatiable. Il se renouvelle constamment. Il est illimité. Là où le besoin est renvoie quant à lui à un objet déterminé, là, par exemple la faim renvoie à la nourriture, le désir quant à lui semble renvoyer à quelque chose d'indéterminé. Tout se passe donc comme si l'objet du désir n'en constituait pas la véritable cause. Tout se passe comme si, derrière l'objet visé, se glissait un autre objet plus lointain et peut-être plus difficilement atteignable. Alors quel est ce véritable objet du désir qui se loge derrière l'objet qu'on croit véritablement convoiter? Eh bien, on va terminer ici avec la thèse de Hegel. Hegel, pour lequel tout désir est désir de reconnaissance. Pour Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, la réalité humaine est structurée en son fond par un manque impossible à combler. Plus précisément pour Hegel, tout désir est en son fond désir de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conscience de soi a besoin de la reconnaissance d'autrui pour s'accorder de la valeur à elle-même. C'est la leçon qu'on croit pouvoir tirer, par exemple, de la fiction d'un individu isolé, seul sur son île, et qui manque d'autrui pour s'accorder le statut d'homme, qui me convient à douter, par exemple, dans le cas d'un Robinson, de son statut d'homme, d'humain. Pour Hegel, donc, le désir est désir d'abord de reconnaissance. Or, ce qui nous intéresse, c'est que pour ce philosophe, eh bien précisément, le désir de reconnaissance est un désir qui est impossible à combler, au sens où il n'est jamais véritablement achevé, ce désir de reconnaissance. La lutte pour la reconnaissance, dit Hegel, est une lutte perpétuelle, une lutte quotidienne. La reconnaissance d'autrui n'est jamais définitivement acquise. C'est pour ça que ce désir de reconnaissance, en fait, il se loge dans nos actes les plus quotidiens. Par exemple, laisser quelqu'un se servir avant moi, c'est d'une certaine manière lui montrer que je dispose d'une certaine liberté par rapport à mes besoins et que donc j'ai une certaine valeur dont j'attends que l'autre la reconnaisse. Je lui montre ma valeur, désir de reconnaissance. Or, c'est intéressant pour nous parce que si ce désir de reconnaissance il est toujours à reconquérir, on voit bien que le désir, par essence, est désir d'impossible. Or, ce désir de reconnaissance, ce qu'il faut bien voir, c'est par exemple ce que montrera René Girard, c'est qu'il peut parfois être médiatisé par plein d'autres choses. Par exemple, ça peut prendre la forme d'un désir de gloire, ça peut prendre la forme d'un désir de richesse, mais ça peut aussi passer par exemple par la mode. René Girard qui nous montre qu'il n'y a pas de désir spontané, mais que tout désir est un désir mimétique, c'est-à-dire que j'imite toujours le désir d'un individu ou d'un groupe d'individus que j'admire quelque part, pour pouvoir lui ressembler. Il n'y a pas de désir spontané vers un objet. Tout désir, en son fond, est mimétique. Or, pourquoi je veux ressembler à un groupe en imitant ces désirs? Eh bien, simplement pour obtenir la même reconnaissance que ce groupe. Donc on voit bien qu'en fait, ici, derrière l'objet que je désire, il y a le désir de quoi? Le désir de l'autre. Or, ce désir du désir de l'autre, ce désir d'être reconnu, qu'on m'accorde de la valeur, ce qui est nécessaire à moi pour m'attribuer le statut d'humain, est un désir qui est impossible à combler définitivement. Il est un désir d'impossible. Il est inscrit dans la nature du désir, à la différence du besoin, d'être un désir d'impossible. Voilà. En conclusion, on résume les trois parties. À le considérer dans sa dimension de manque, le désir semble toujours devoir être comblé. C'était la première partie. Deuxième temps, mais le désir n'est pas qu'un manque, il est également une force qui permet de rendre possible ce qui était impossible auparavant. C'est aussi une force qui me permet de développer des capacités, on l'a vu. Et enfin, dans la troisième partie, il est dans la nature même du désir de viser l'impossible. Pourquoi? Parce que le désir est toujours un désir de reconnaissance qui est toujours à renouveler, puisque la reconnaissance est toujours une quête perpétuelle et quotidienne. Merci beaucoup Pierre pour cette explication très didactique. Alors nous avons plusieurs questions des internautes. La première, Paul, peut-on se référer à des séries pour illustrer cette dissertation? Je vous laisse répondre.
Alors, cette dissertation en particulier, peut-être, on peut en droit se référer à n'importe quoi pour illustrer une dissertation. Hein. Une série, ça marche à partir du moment où l'illustration elle est bonne et qu'elle rend concrète une thèse d'un auteur. Ceci dit, il y a des risques à faire ça. Il y a des risques parce que les correcteurs ne connaissent peut-être pas les séries que vous regardez. Et de ce point de vue-là, il vaut certainement mieux quand même s'en tenir à des références classiques. Ça pourrait passer, même si ce n'est pas le cas, pour peut-être un manque de sérieux de se référer à une série, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Mais dans la mesure où tous les correcteurs ne connaissent pas les séries, etc., il vaut mieux s'en tenir quand même à des choses classiques. D'accord. Donc on peut, mais c'est a priori plutôt risqué. Voilà. Voilà, alors on a une remarque en tout cas de Karine sur Facebook qui dit « Si mon prof de philo avait été aussi clair et précis l'année dernière, aurait été une année bien plus sympa. Bravo !» Donc bravo Pierre, merci beaucoup. Et une remarque aussi de Haketuk sur Twitch qui trouve le format génial. Donc merci à toute l'équipe du Figaro étudiant et ceux qui sont en régie. Une autre question maintenant de Fleur, est-ce que toutes les parties doivent faire la même taille ? Alors c'est préférable, hein. Ça c'est une des différences entre la dissertation et l'explication de texte. Dans la dissertation, il faut une certaine homogénéité. Alors évidemment, on n'est pas au mot près, à la ligne près, hein, mais il faut que quand même globalement les parties et les sous-parties soient d'égale longueur. Hein, ça c'est vraiment préférable. Là où dans l'explication de texte, par contre, dans la mesure où chacune des parties renvoie à un moment du texte, qui n'est pas forcément égal aux autres, ça peut être voilà. D'accord. Et alors, une dernière question de Zoé. Est-ce que la dissertation est plus facile que l'explication de texte ? Est-ce qu'il vaut mieux la choisir ? Ah, alors je comprends que la question puisse se poser parce que l'explication de texte a un côté rassurant, on a un support. Et en plus de ça, le jour du bac, en dessous le texte, il est écrit que la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise pour expliquer le texte. Et ce qu'il ne faudrait pas lire, c'est du coup, si je n'ai pas appris mon cours, je vais réussir ça. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Parce que ce qui est requis pour expliquer le texte, c'est une très bonne connaissance du cours. Parce qu'on ne pourra saisir le problème et les enjeux du texte que si on est capable de le situer au sein d'une problématique qui aura été vue en cours. Sinon, on passe à côté du texte. Donc l'exercice de l'explication de texte est un exercice aussi difficile que la dissertation et on ne s'en sort pas mieux si on n'a pas appris son cours. Je dirais presque que c'est même plus risqué si on n'a pas appris son cours parce que si on fait un contresens sur la thèse, alors toute l'explication est ratée. Là où sur la dissertation, on peut peut-être sauver une partie par une autre, par exemple. Voilà. Très bien, donc vous l'aurez compris, choisissez surtout le sujet qui vous inspire le plus le jour J et sur lequel vous connaissez le mieux votre cours finalement. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces explications. Merci. Les internautes sont contents, c'est tout ce que nous attendons, que ces corrections puissent vous aider. N'oubliez pas que nous avons d'autres matières pour lesquelles nous avons fait des corrections avec les bons profs. Pierre Soubial vous avait proposé d'ailleurs la correction d'un autre sujet de dissertation. Peut-on se mentir à soi-même ? N'hésitez vraiment pas à regarder toutes ces vidéos et rendez-vous pour la prochaine correction. Merci beaucoup et à bientôt sur le Figaro étudiant.